Bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'OM au café. On est ensemble pour parler un petit peu de l'actualité de l'Olympique de Marseille, de ce qui s'est passé ces dernières heures, et il s'en est passé pas mal des choses. J'ai quelques thèmes à vous proposer. Déjà, bon, on va commencer par cette réunion, évidemment, entre les groupes de supporters et les joueurs de l'Olympique de Marseille hier soir. Une réunion qui s'est passée plutôt dans le calme. Je suis toujours surpris par ce que je lis. On va en parler ensemble. Je vais répondre à vos questions là-dessus. On va. J'ai adoré la déclaration de Zerwal qui dit que septembre était une erreur. Ah, je l'ai pas lu ça, tu vois. En tout cas, c'est le seul qui s'est exprimé vraiment à l'issue de cette réunion. Donc forcément, c'est Rachid qui va être l'objet des analyses, des critiques et tout ça. Donc c'est comme ça, mais faut en parler. En direct de la Guadeloupe, merci à toi Lilkma de nous rejoindre. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment nous rejoindre à tout instant et de partout sur la planète. Un petit soutien, pourquoi pas, avec un Prime. Si vous êtes abonné Amazon, c'est dans votre abonnement, donc n'hésitez pas. Ou toute autre sorte de soutien, bien sûr, sera le bienvenu. Je vous rappelle aussi, on est ensemble sur MyFocéen. J'ai passé quasiment ma matinée à répondre à tous les copains là sur MyFocéen. C'est super parce que ça permet d'avoir des lectures différentes de certaines situations. Voilà, donc merci à ceux qui ont fait la démarche de communiquer. Voilà. Dixie, bonjour de toute la Martinique, j'espère que ça va. Romain, écoute, petite fatigue passagère. Tu as les jambes un peu lourdes, c'est pas la forme de ma vie, mais voilà, on va essayer d'assurer l'émission et ça va bien se passer parce que de toute façon c'est le meilleur moment, hein, c'est quand on discute tous ensemble et qu'on avance et qu'on fait évoluer les choses, en tout cas qu'on donne nos points de vue, que ça soit le vôtre que je relaye par vos questions ou bien le mien, puisque c'est une émission d'opinion. Non, ça sent pas la grippe, Fred, tranquille, c'est juste un petit coup de froid, je pense. Rien de bien méchant. Merci en tout cas. J'espère que tu te trompes dans ton pronostic. Donc, merci, c'est gentil, les copains. Non, c'est pas le début de l'arthrose. Mais très drôle. Ça fait un moment que tu es fatigué. Non, ça allait mieux, ça allait mieux. Après, c'est l'hiver, hein. L'hiver, on a tous des petites crèves, des machins, mais bon, ça va, ça va. Donc, parlons de cette réunion qui se passe plutôt bien, dans le calme. Voilà, c'est les retours qu'on a eu, c'est que personne n'a été choqué comme ça a pu être le cas en septembre. Une réunion où les joueurs ont pu s'exprimer aussi, notamment Balerdi. Balerdi, il y a eu Harit aussi qui a parlé, de ce que j'ai vu sur RMC. Rongier qui a confirmé que bah ouais, il essayait de motiver ses coéquipiers, mais bon, c'est compliqué pour lui puisqu'il y joue pas, donc ça me paraît déjà ça de demander à Rongier qui secoue les joueurs alors qu'il est pas sur les feuilles de match, il est pas dans les vestiaires depuis quelques semaines. C'est quand même assez surprenant. Je vais y venir, Loulou, hein, merci pour ta question. Bien sûr, il y a eu des menaces, effectivement. Ça fait bon, on va en parler. Et voilà, donc il y a eu un peu tout le monde qui a pu s'exprimer, ceux qui ont eu envie. Les leaders de groupes de supporters ont clairement fait comprendre que là, ça va. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu cette expression, c'est la dernière fois que c'est calme. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine fois, il se passe quoi? Non, parce que moi, je veux bien, hein, et de toute façon, on sait comment c'est Marseille, hein. Une saison où on est en échec, c'est la terre brûlée. Moi, je suis pas d'accord avec ça, déjà. Donc, non, il n'y avait pas tous les groupes, Nico. Visiblement, il n'y avait pas les fanatiques et pas les ultras. Voilà, pour répondre à ta question. Il n'y avait pas Longoria non plus, hein. Voilà, donc, très honnêtement, et on va faire quoi? Déjà, vous me parlez des cyprès là dans le chat. Il y a deux choses. Déjà, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. On était... les cyprès, en fait, c'était Game of Thrones. C'est-à-dire que... je vais exagérer volontairement, et c'est une métaphore, hein. Mais on avait un leader, un président de l'Olympique de Marseille qui n'écoutait pas,
qui n'en faisait qu'à sa tête, qui n'avait plus aucun soutien. C'est-à-dire que je ne trouvais aucun supporter qui lui trouvait encore des circonstances atténuantes, un avenir à l'OM. Et il s'était retranché, voilà, dans son château. Et quelque part, même si on l'a pas tous souhaité que ça se passe comme ça, on a souhaité qu'ils partent tous, Jacques-Henri Hérault. Voilà, qu'il quitte l'OM pour son bien, pour le bien de l'OM aussi surtout. Et voilà, donc on voulait qu'ils s'en aillent, vraiment tous. Je pense que si on faisait un sondage à cette époque-là, peut-être qu'il y avait 2-3% qui auraient dit non pour son départ, mais voilà. La réalité maintenant, c'est que Pablo Longoria est pas du tout dans cette situation-là. Pablo Longoria a fait une erreur, Marcelino. Pablo Longoria a peut-être raté ses mercatos, on est d'accord. Après, est-ce que Pablo Longoria est capable de remonter l'OM? Toute la question est là. Certains pensent que non, auquel cas oui, il faut changer. Certains pensent que oui, auquel cas il faut pas changer, il faut pas mettre le feu, il faut pas tout casser, il faut pas lancer des fumigènes sur la pelouse si ça se produit. Enfin voilà, le truc c'est la dernière fois que c'est calme. C'est des trucs qui me déplaisent parce que ok, la saison elle est pourrie, ok, les mecs ils se trouvent, ok, on n'a pas de jeu, ok, plein de choses, mais voilà, c'est très compliqué. Et le problème à Marseille, c'est qu'il faut jamais se tromper, c'est impossible, dit El Aïko. Mais bien sûr que c'est impossible. Et le truc, je vois venir gros comme une maison, ça va être une crise. On va traverser une crise encore. Ce qu'il y a, c'est que cette crise-là, est-ce que tous les supporters de l'OM, quand je dis tous, est-ce que tous ont envie de la vivre? Et je suis pas sûr. Déjà, les groupes de supporters, pas que eux, mais ont une responsabilité immense dans l'échec de cette saison avec cette crise consécutive à ce qui s'est passé lors de la réunion de septembre. Il n'y a pas évidemment que eux, je le répète, Longoria est le premier responsable de par ses choix, mais voilà, qui a fait exploser le club en septembre? Voilà, je veux pas accabler personne, mais il faut à un moment donné aussi avoir un peu de mesure et de juste milieu. Voilà, moi je trouve que ceux qui sont pas contents, manifester de façon pacifique, banderole, écrivez-le, Longoria out sur les réseaux sociaux, faites tout ce que vous voulez, mais faites-le pacifiquement. Arrêtons de passer pour des gogoles à tout brûler, à tout casser. Enfin, ça c'est mon avis. Tant pis, peut-être que je vais me faire insulter dans le chat en disant ça, mais je supporte plus ça, moi, je supporte plus, voilà. Le cas de Hérault était très particulier parce que on était dans une situation où, quoi qu'il arrive, on savait qu'on serait pas entendu, que personne ne serait entendu. Et là, je suis désolé, vous voulez quoi? Vous voulez pousser McCourt à quitter le club? D'accord, il va quitter le club, pas de souci. Moi aussi, des fois, je me dis, ça serait peut-être mieux sans McCourt. Mais pourquoi? Pour qui derrière? Parce que si c'est pour faire partir McCourt pour récupérer un investisseur encore moins bien que lui, parce que, détrompez-vous, l'Arabie Saoudite, c'est une chance sur 100 qui nous rachète. Voilà. Ces gens-là n'aiment pas les débordements non plus. Voilà, il y a plein de choses qui font que ne rêvons pas. Ne rêvons pas. L'Arabie Saoudite, si ça arrive, ça sera un miracle et l'argent coulera à flot et ça sera très bien. Pour ceux qui ont cet objectif-là, j'en fais partie. Moi, j'aimerais qu'on gagne des titres. Donc, si ça arrive, très bien. Maintenant, voilà, si c'est un Gérard Lopez-Biz, comme dit ça va être super, ouais, exactement. Est-ce que la manière douce sert vraiment à quelque chose? Non. Alors après, ce qui peut être aussi très énervant, c'est quand la manière dure n'est pas majoritaire. Voilà. Je sais pas, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir, mais quand la SNCF fait grève à Noël, ça emmerde tout le monde, et surtout, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec leurs revendications. Voilà, donc, est-ce que tout le stade, tout Marseille veut le départ de Longoria? J'y crois pas du tout. Moi, j'y crois pas du tout. Le truc, c'est que voilà, ouais, on perd des matchs, on fait pas une bonne saison, donc on casse tout, on change tout.
C'est pourquoi tu vois toujours du négatif? Il y a de bons investisseurs. Mais encore une fois, GG, moi je ne demande que ça, que l'OM soit entre de très bonnes mains. Si on me prouve par A plus B que pousser McCourt comme on le fait en ce moment et Longoria dehors du club, c'est une bonne idée, parce qu'il y a quelqu'un de mieux qui arrive derrière, ok, faisons-le. Mais vous pensez vraiment qu'il y aura quelqu'un de mieux? Enfin, regardez les investisseurs qui arrivent dans le foot. Il n'y a pas grand monde, hein. Il n'y a pas grand monde de talentueux. Si c'est pour nous retrouver avec le mec de Chelsea qui fait n'importe quoi, qui achète n'importe qui fait une équipe n'importe comment, Textor de la même façon, enfin, ouais, réfléchissons quand même, parce que c'est quand même compliqué cette histoire. C'est quand même compliqué. Je veux pas convaincre personne. Vous avez le droit de penser que, et vous avez des arguments, et ils sont valables, que Longoria n'est plus l'homme de la situation. De mon côté, je pense que ça peut encore s'inverser, que le mercato d'été prochain, il est capable de rectifier le tir et de nous faire une belle équipe avec un beau coach, puisqu'il nous l'a fait 2 fois, hein, quand même, avec Sampaoli et Tudor. Donc, moi, j'y crois encore, mais je veux pas vous pousser à être d'accord avec moi. Vous avez votre avis. Par contre, voilà, n'essayez pas. C'est comme on veut plus de machin. J'ai lu on veut plus de Aubameyang. Ben, par exemple, ça ne vous représente que vous, en fait. Quand vous dites un truc, vous pensez toujours détenir, et moi aussi, hein, on est tous pareils, détenir la pensée unique. C'est-à-dire, on veut plus d'Aubameyang, on veut plus de Longoria, on veut plus de McCourt, mais tout le monde ne pense pas comme vous, et c'est ça aussi la pluralité d'un débat foot et d'une analyse, c'est que tout le monde, voilà, tout le monde ne pense pas comme vous. Donc quand vous dites on n'en peut plus d'eux, bah, c'est vous en fait, c'est vous et peut-être vos amis avec qui vous échangez sur les réseaux sociaux, sur vos textos, voilà. Donc tu vois, il y a par exemple The Cable qui nous dit Romain, on a bousillé la saison à cause de plateau repas pour le centre de formation. Bah écoute, oui, moi je l'ai dit en septembre, le communiqué signé par la plupart des groupes de supporters suite à la réunion m'a laissé sans voix. Pour un paquet pour un emballage de Twix laissé dans un vestiaire, pour un plateau repas lors d'un tournoi. Enfin, voilà, on est où là? On est où? D'ailleurs, je précise, le centre de formation se porte pas si mal. On a vu la Gambardella. On voit qu'il y a 3 jeunes appelés avec l'équipe de France U17. Voilà, moi je veux bien. Hein. Je veux bien. Alors oui, il y a moins de Marseillais dans le centre de formation. Marseille passe au second plan dans le centre de formation. Moi, ça me dérange pas. Je peux comprendre que ça dérange. Mais moi, si c'est pour avoir des résultats derrière avec ce centre de formation, ça m'ira très bien. Voilà. Si tu es un pro Longoria comme toi, je vais lire ton message, GG. Il faut rien faire, mais si tu es contre, il faut faire une action pour le dégager avec McCourt. Mais non, enfin oui, tu peux faire des actions, mais faites des trucs pacifistes, les gars. Putain. Sérieusement, vous allez faire quoi? Voilà, moi je m'aligne avec ce que dit Vince. Je vais pas lire son message parce qu'il est un peu ordurier, mais depuis 3 ans, voilà. Depuis 3 ans, tout le monde a des rêves en tête d'Arabie Saoudite, se dit l'OM ça devrait être ci, ça devrait être ça. La réalité, elle est différente. Et Zerwal, alors j'ai rien contre Rachid, rien du tout, mais dire ça fait des années qu'on souffre, et des années qu'on est un peu déçu parce qu'on n'a pas de titre, mais prenons chronologiquement quand même, depuis 10 ans, on a eu Bielsa, une belle année. Après, on a eu Garcia qui nous emmène en finale d'Europa League. C'était une belle campagne. Hein. Tous les clubs français peuvent pas dire ça. Après, on a Villas-Boas qui fait 2e. Après, on a effectivement la fin du cycle Héros et le début du cycle Longoria, qui prend Sampaoli, qui finit 2e, qui prend Tudor, qui fait 3e. Ouais, ok. Mais ça fait des années qu'on souffre. Et là, il nous enfonce, il nous achève. Je sais plus ce qu'il a dit. Enfin, Je suis pas d'accord avec ça, moi. Super, 2e, me dit Moineau. Mais oui, mais vous pensez qu'on va faire premier en Ligue 1? Mais vous pouvez mettre le pape à la tête de l'OM. Vous pouvez mettre le pape. Voilà, il y a que l'Arabie Saoudite avec des fonds illimités qui pourraient nous permettre de rivaliser. Et encore pas dans la première ou la 2e année. Regardez Newcastle, ils sont pas champions de première ligue. Non mais c'est très dur. Enfin, franchement, les gars. Moi, je commence à en avoir marre de parler du titre de Ligue 1. Ça n'existe pas. Une fois tous les 10 ans. Voilà, Lille a saisi l'opportunité qu'on aurait dû saisir.
C'est la fameuse saison des cyprès d'ailleurs, mais c'est une fois tous les 10 ans. Donc, il nous torture, il a dit, voilà, exactement, à Francis. Mais moi, il me torture. Enfin, voilà, moi, ça me torture pas. Je suis très déçu de cette saison. J'endors pas les soirs où on gagne pas. Mais ça va. Enfin, l'OM est pas non plus en D2. On va se relever. Bref. Je veux pas, encore une fois, mais je veux pas vous dire que tout est brillant, tout va bien. Rien ne va. Cette saison, rien ne va. De la présidence Longoria qui a fait beaucoup d'erreurs, dont l'erreur majeure est Marcelino, des supporters, des groupes de supporters qui se donnent une importance qu'ils ne devraient pas avoir. Moi, je m'en fous, je le maintiens. Je suis désolé, tu ne fais pas exploser ton club en septembre après 5 matchs de Ligue 1. Je suis désolé, ça n'est pas acceptable. Plein d'autres choses, les joueurs, les gars, les joueurs, mais il y a plein de joueurs avec une attitude qui me débectent dans cette équipe, avec un niveau catastrophique par rapport à ce qu'on peut voir. Il y a des joueurs en sélection qui sont monumentaux et qui à l'OM sont nuls. Donc il y a plein de raisons qui font que cette saison ça va pas. Ça va pas. On est d'accord, on est tous d'accord. Maintenant, quelle est la solution? Est-ce que c'est la patience? Est-ce que c'est le mouvement permanent? L'OM, ça marche bien le mouvement permanent. Sauf qu'à un moment donné, quand on fait le mouvement permanent, au bout d'un moment, eh ben, quand on essaie de réinstaller un truc, il suffit d'un petit... C'est le château de cartes qui s'effondre, en fait. Il suffit d'une mauvaise saison pour tout effondrer. Moi, je me souviens d'où était l'OM, en fait, quand voilà, Game of Thrones est arrivé, quand l'attaque des cyprès, tout ça, on était... C'était calamiteux, on était à la cave, on faisait jouer Kawi, Cuisance, Nagatomo, enfin voilà, je peux vous en citer d'autres. Hein. C'était une saison en enfer. L'effectif n'était pas valorisé. Quoi qu'on en dise, 3 ans plus tard, on a fait des progrès de fou. Alors, c'est pas suffisant. Il n'y a pas le titre en Ligue 1 pour certains, nanani nanana. Il n'y a pas de titre en Coupe de France et ça, le Annecy va nous rester là pendant des années tant qu'on va pas la soulever cette Coupe de France. Pas de titre européen, mais ça, il y a que 2 clubs français qui en ont gagné et le deuxième a gagné une coupe qui n'existe plus. Voilà. Moi, je comprends, on est dans une société de l'hyperconsommation, de l'impatience, du dégagisme. Je le comprends. Longoria s'est débarrassé des joueurs de caractère, on le paye. Peut-être, Nad. Erreur. Moi, je l'accepte. Enfin, les joueurs de caractère, il n'y en avait pas 300 non plus. Hein. Parce qu'on me cite Kolasinac, ouais, si vous voulez. Guendouzi, c'est un joueur de caractère, mais qui n'était pas un leader absolu. Le mec était devenu 4e milieu de terrain dans une hiérarchie où tu jouais à 2, donc je vois pas à quoi ça servait de le garder. Mais c'est mon avis. Sanchez, c'est une erreur pour moi aussi. Je pense qu'il aurait fallu le verrouiller le plus rapidement possible. Voilà, qu'est-ce qu'on a perdu d'autre? Moi, je veux bien. Hein. Et merci pour le train de la hype, les amis. Hein. C'était sympa. J'ai pas cité parce que j'étais dans mon discours et j'ai pas vu qu'il y avait eu le train de la hype. Donc, et les joueurs de caractère, ils étaient là contre Annecy, exactement. Tiens, Jarod qui dit, et ceux qui disent Monaco et Lille l'ont fait, mais vous inquiétez pas que si l'OM fait une bonne saison, le PSG se laissera pas faire. Moins d'accord avec ça, Jarod. Parce que Monaco, déjà, c'est une équipe monumentale. Ce qu'ils ont construit sur cette année-là, même si Germain était titulaire, hein, comme quoi, avant de laisser sa place à Mbappé sur la deuxième partie de saison. Et à Lille. Et cette année-là, le PSG pouvait faire ce qu'il voulait. Avec Pochettino, c'était catastrophique. Donc, il y avait l'ouverture. Pochettino, je crois. Ouais, c'était Tuchel, peut-être. Je sais plus. Ouais, non, c'était les premiers pas de Pochettino, je crois. Bref. Donc voilà où on en est. Je voulais parler de ça parce que j'étais un peu... comment dire... ouais, il y a Payet aussi. Moi, je suis d'accord avec ça, Binois. Binois 13, je suis d'accord. Très honnêtement, la façon dont on a fait partir Payet pour garder à l'époque Malinowski, Unai, des joueurs comme ça, moi je maintiens, et je sais que Romain Canucci, on a eu des débats énormes, je maintiens qu'un Payet que tu fais rentrer 20 minutes par match, c'est toujours plus intéressant que ce qu'on fait. Voilà, même 10 minutes, même 5 minutes.
Même Payet qui court plus sur une jambe, c'est toujours plus intéressant que certains. Donc voilà, moi il restait 1 an de contrat qui avait baissé, souvenez-vous, puisque son contrat était d'évaluer au fil des années, ma foi. Bref, Mandanda, j'en parle pas, Steph, parce que je suis plutôt d'accord avec le move. Le gars, il a 38 ans. Regardez ses performances, elles sont quand même pas terribles. Le problème de Mandanda, c'est l'identité de son remplaçant, Paul Lopez, qui n'a pas totalement convaincu. Mais le fait d'arrêter avec Mandanda, bon, c'est un choix. Et ça, c'est vrai aussi, The Puncher. L'OM, sur les 5 dernières années, a toujours loupé ses échéances tournant avec une année de transition chaque année. Comment construire sur le long terme? Je suis moins d'accord avec la fin. Sampaoli, c'est pas une année de transition, par exemple, c'est une année pleine. Tudor, c'est une année particulière parce que c'est un one-shot, mais on n'était pas en transition. Hein. On jouait le style Tudor, on bat le PSG quand même cette année-là. Donc il y a des choses. Hein. Voilà. Avant McCourt, on n'était pas stabilisé dans le top 5. Maintenant, 5e, c'est une mauvaise saison. C'est vrai, Christophe, malgré tout, 5e, c'est une mauvaise saison. On peut le dire comme on veut. McCourt, il est arrivé avec une ambition d'OM Champions Project. Cette ambition-là, elle doit nous installer sur un podium durable. Moi, j'ai un avis sur ça, hein, les podiums, la Ligue des Champions, qui est assez impopulaire. Je pense que tu dois être en Ligue des Champions 3 fois sur 4. Je pense que pour qu'un cycle soit réussi, tu dois être en Ligue des Champions 3 fois sur 4. Parce que non seulement pour les finances, mais aussi pour le cycle, pour faire venir les joueurs, pour faire grandir le club. Je pense que tu peux te trouver une année sur 4 à ne pas être sur le podium ou dans la Ligue des Champions, parce que finalement le football est cyclique. Tu peux pas avoir toujours des super résultats, sauf si tu t'appelles le PSG, évidemment, tu louperas pas la Ligue des Champions, puisque tu es un puissant fond. Mais voilà, je pense que c'est ça notre problème, c'est qu'on va rater la Ligue des Champions peut-être 2 années d'affilée. Ça, c'est problématique. C'est-à-dire que si on était passé, qu'on avait disputé la phase de poule de Ligue des Champions cette année, peut-être mon analyse serait différente. Mais là, on est dans une situation un peu compliquée. Et cet été, c'est capital. C'est capital pour rester dans une courbe. Si tu veux, pour moi, l'OM, je vais vous le faire en courbe. Mais bon, l'OM part de là avec Longoria. Première année, Sampaoli. Deuxième année, Tudor. Le problème, c'est qu'on redescend petit à petit. Voilà. Mais si vous voyez peut-être pas ma main, mais cet été, si au lieu d'être, on va arriver par là. Pour moi, on est parti de là. Hein, donc, on est quand même au-dessus en termes de valorisation d'effectifs, etc. Si cet été, ça repart pas vers le haut, ou au moins un peu vers le haut, si ça continue à descendre, on va retomber dans nos travers. Voilà. Pour moi, on n'est pas encore retombé dans nos travers parce que l'effectif est valorisable. Désolé, il y a beaucoup de jeunes talents, il y a beaucoup de joueurs de qualité. Quand je vois que l'Atlético Madrid s'intéresse à Balerdi, c'est pas le fruit du hasard, c'est du travail. On a des joueurs comme Ndiaye. Moi, j'y crois pas, mais visiblement beaucoup de gens y croient. On a des joueurs comme Meite, on a des bons jeunes. Il y a du talent dans cette équipe. Il y a des joueurs valorisables aussi comme Sarr qu'on n'avait pas. Il y a Mbagna qui vient d'arriver, on verra ce que ça donne. Il y a Merlin. Voilà, il y a du monde qu'on n'avait pas. À l'époque, pardon. Ça sent la fin d'aventure au fossé. Hein. Ah bon Non, non, pas du tout, Steven Chirou. Non, ça va bien. Enfin, j'espère, à moins que tu aies des infos. Tu vois qui pour entraîner l'OM l'an prochain? C'est une vraie question aussi. C'est une vraie question. J'ai aucune idée là-dessus. Aucune idée. Gattuso aussi, il va falloir qu'il se remette en question, bien sûr. Bien sûr, moi, je ne comprends pas qu'on reste pas en 5-3-2. Je ne comprends pas. Vous pouvez me l'expliquer par A plus B, le coach est plus habitué à ce système. On s'en fout. Les seuls matchs où on a pris du plaisir, où l'OM a gagné, où l'OM a été convaincant, c'est la période de décembre. Lyon, Rennes, Lorient. Alors Rennes, c'était peut-être pas en 3-5-2, mais malgré tout, nos meilleurs matchs, c'est du 3-5-2, quoi. Donc, c'est une erreur monumentale. Voilà, pour moi, si on revient pas au 3-5-2, déjà, je pense que si on n'y revient pas, la saison, elle est finie, on n'y arrivera pas. Et si on y revient, va falloir qu'on retrouve aussi ce qui faisait la qualité de ce 3-5-2. Va falloir qu'on trouve mieux que Vitinha. Hein, parce que dans le 3-5-2, Vitinha, malgré tout, il faisait énormément d'efforts. Il se donnait ce match contre Lyon. Il est très bon, par exemple. Donc, il va falloir qu'Ndiaye fasse mieux que Vitinha. Pour l'instant, on en est très loin.
Je suis un peu provoque là-dessus, hein, mais je trouve que Vitinha a apporté plus qu'Ndiaye, c'est mon avis. Impopulaire totalement, il n'y a pas de problème. Donc il va falloir que lui apporte plus, il va falloir que Mumbagna ça soit un bon coup, parce que tu peux pas te contenter d'un 3-5-2 si c'est pour que la deuxième pointe soit pas bonne. Voilà, donc moi je vois Conceição, il va quitter Porto à la fin de l'année, ben pourquoi pas, c'est un bon coach, Conceição. En 3-5-2, tu te passes de Sarr, de Luis Enrique, c'est pas grave. François, écoute, moi Luis Enrique, la hype, j'adhère pas. Voilà, je sais que vous êtes beaucoup à adhérer. Du stade à Lyon, c'était catastrophique. Pas d'autres mots. Qu'il ait fait une performance de bon niveau contre Monaco, on sera tous d'accord. Contre un Monaco qui défendait très bizarrement en lui laissant beaucoup d'espace. Contre un Monaco qui était à 10 contre 11. Est-ce qu'on s'est pas un peu enflammé sur Luis Enrique là? J'ai peur, parce que d'autant que ça m'amène à un deuxième sujet, c'est la Coupe d'Europe. Sarri de la Lazio, on peut pas avoir un coach normal, s'il vous plaît? Un entraîneur qui fait des compos sans qu'on se dise pourquoi, qui a une philosophie de jeu plutôt classique. Enfin ça c'est mon avis, hein, mais... À moins que ça vous ramène deux Herbie ou les mecs en hype comme ça, mais... Les philosophes, là, ça commence. Même Gattuso est très philosophe aussi dans sa façon d'aborder le foot. Je sais pas, moi, ça me. Voilà, que penses-tu, ces outils qui me disent ça, de la liste pour l'Europe? Déjà, je vais vous expliquer comment ça fonctionne parce que j'ai vu beaucoup de messages sur le Phocéen, notamment sur le forum, de personnes qui ne comprenaient pas pourquoi Correa était encore dans la liste. Enfin, il y a eu plein de messages comme ça. La liste, en fait, c'est 25 joueurs. Ils sont soumis en septembre. Sur ces 25, il doit y avoir 4 joueurs du centre de formation de l'OM. Et en plus, 4 joueurs formés en France différents de ceux d'avant. Donc ça, les 4 joueurs formés en France, on les a, pas de problème. Par contre, les 4 joueurs du centre de formation, on les a pas. Il y en a pas. Si ce n'est Simon, Nadir, tout ça, mais ces joueurs-là sont inscrits sur la liste B qui concerne les jeunes du centre de formation. Donc il n'y a aucun joueur type Bouba Camara, type Maxime Lopez cette année dans l'effectif. Donc on se retrouve avec une liste amputée de 4 éléments, 21 joueurs, plus les jeunes. Ça n'a pas posé de problème pour faire la liste à l'aller. Le seul hic, et Sébastien Volpe avait raison d'ailleurs quand il disait ça, c'est qu'on n'avait pas mis Pape Gueye dans cette liste et que à Brighton, avoir un petit Pape Gueye qui rentre dans un match un peu tendu, tout ça, ça aurait pu nous faire du bien. Il aurait pu jouer que Brighton au retour, c'est vrai. Mais voilà, on était privé de Pape Gueye aussi par rapport à cette politique des 4 joueurs formés au club qu'on n'a pas dans notre effectif. Maintenant, ce qui se passe, on arrive en décembre, le mercato d'hiver. Et début février, il faut soumettre une nouvelle liste. Mais cette liste ne peut comporter que 3 changements. 3 changements. 3 joueurs qui sortent et 3 recrues qui rentrent, maximum. Il peut y avoir 0 changement aussi. Donc, pour ce qui est des 3 qui sortent, logiquement, il n'y a aucun débat. Personne ne peut en débattre. Vitinha, Renan Lodi, François Muguet. C'est réglé. Donc là, il n'y a même pas de se dire mais oui, mais pourquoi Unai sort? Pourquoi il sort? Pardon, j'ai dit Unai, ça c'est mon esprit qui parle à ma place. Pourquoi Correa ne sort pas de cette liste? Pourquoi Soglo est toujours dans cette liste alors que Gattuso l'utilise pas? Parce que c'est la liste de Marcelino, desquelles on a retranché 3 éléments. Voilà. Et maintenant qu'on a fait ça fait qu'on a une liste à 18, il faut la renforcer. Et on a 6 joueurs qui postulent pour être les 3 entrants dans la liste. Ces 6 joueurs, c'est donc Pape Gueye, qui n'était pas inscrit dans la précédente, mais qui peut être inscrit sur celle-là. Luis Enrique, de retour de prêt de Botafogo, qui n'était pas sur la liste, évidemment. Et les 4 recrues, Garcia, Merlin, Mumbagna, Onana. On est à 6. Le choix doit donc porter sur ces 6 joueurs-là, d'en intégrer 3 pour la suite de la Ligue Europa, soit que le Shakhtar, soit plusieurs tours d'après, on verra. Pour l'instant, on verra déjà si on passe le Shakhtar, mais bon... La question, c'est est-ce qu'on a pris les bons? Voilà. Pape Gueye n'est pas inscrit, effectivement, c'est ce que je dis, Erling Haaland. Merci pour ton pseudo. Très bon pseudo, un joueur que j'adore et moi, donc c'est sympa. Non, alors, personne n'était obligatoire, c'est un choix. Donc sur ces joueurs-là, donc déjà dans la liste, t'as pas d'arrière gauche.
Donc, tu es obligé d'en mettre au moins un. Donc, c'est Merlin qui est ajouté dans la liste. Ok, pourquoi pas. Mumbagna, tu fais sortir Vitinha, t'as qu'un avant-centre, c'est Aubameyang, t'es presque obligé de le prendre. Donc, ça fait 2. Et après, il y a un vrai débat sur le 3e. Pour moi, Pape Gueye, c'est non. Pour beaucoup de raisons, hein, notamment sa situation contractuelle et le fait qu'il n'ait pas voulu prolonger, qu'il y a une bisbille avec le club et que c'est compliqué. Donc ça, déjà, Pape Gueye, niet. Deuxième option, c'est Ulysse Garcia, pour avoir une doublure à droite avec Murillo, une doublure à gauche avec Ulysse Garcia, renforcer les postes. Ça aurait été mon choix, voilà, je le dis, moi j'aurais choisi Ulysse Garcia, pour être sûr d'avoir un arrière-gauche à tous les matchs. C'est bête, hein, mais voilà, moi Murillo à gauche, je peux plus. Klose à gauche, on a vu quelques passages la saison dernière, c'était pas mal, mais qui retrouve déjà son niveau à droite, ça serait bien. Donc voilà, et Souglo, il compte pas dessus. Donc pour moi, c'était Garcia. Troisième option, Onana, parce que dans la situation actuelle, tu sais pas quand Rongier revient, tu as cette petite fragilité, qui est pas petite d'ailleurs, de Kondogbia, tu as Unai qui est catastrophique. Donc pour avoir plus de solutions au milieu de terrain, surtout si tu veux imposer ton 4-3-3, ce que je pense que Gattuso est en train de vouloir faire, Onana, c'est pas une mauvaise idée non plus. Puis pour moi, il y a l'aberration. Je le dis, pour moi, c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Luis Enrique. Luis Enrique. Donc voilà, donc les trois, effectivement, un petit joueur, c'est Merlin, Mumbagna, Enrique. Je comprends pas. Vous pouvez me l'expliquer par A plus B. Ok, Enrique, il a été pas mal contre Monaco. Je comprends pas. Alors, une chose est sûre, c'est que si Enrique est titulaire jusqu'à la fin de saison à l'OM, on va souffrir. On va bien souffrir. On va traverser une belle crise. Non, Enrique ne peut pas jouer arrière-gauche TPM. Pas du tout. Peut-être piston, et encore. Je sais qu'il l'a fait sous Sampaoli, mais c'était un autre style de jeu. Je sais pas du tout. Je le vois pas. Voilà, je le vois pas. Après, c'est mon avis. Ouais, je suis un peu déprimé. Attends, c'est normal, NetLocker. J'ai été voir cette purge de Lyon-OM où on n'a pas été capable de faire une action construite. Là, hier soir, réunion des supporters. Presque une menace on va refaire les cyprès. Enfin, je souffle. Ouais, je suis un peu... et je suis agacé par la situation sportive. C'est compliqué, là, ce qui se passe. D'être 8e de Ligue 1, sans grande perspective, on n'est plus en coupe. Les joueurs qui rentrent de la CAN sont pas bons. Unai, Harit, Ndiaye, c'est catastrophique à Lyon, c'est catastrophique. Donc c'est dur. Je préfère un joueur plus faible avec une envie. Oui, sauf que tu peux pas critiquer l'envie de Garcia et d'Onana pour le coup, qui sont comme Luis Enrique, volontaires. J'ai pas de reproche à faire là-dessus sur aucun de ces trois joueurs. Le meilleur joueur offensif de ces 2 derniers matchs, c'est Luis Enrique. Lopsy, j'ai aucune action en tête de ce qu'il a fait de bien à Lyon, Luis Enrique. Pour moi, il n'y a rien. Coquille vide. Ok, c'était encore plus nul Ndiaye à droite, je suis d'accord. Même moi, je suis désolé de ce que j'ai vu du stade. Alors après, chacun sa vision. Hein. J'ai trouvé Aubameyang moins mauvais que les autres, même en étant toujours très mauvais. Voilà, mais le meilleur offensif de ces 2 derniers matchs... Allez, peut-être en cumulé, Lopsy, si tu veux, mais si on se contente de ça... Non, Vampire, bonne question. C'est pour ça aussi que ça m'agace, parce que moi je voulais qu'Enrique soit vendu, parce qu'il pouvait encore l'être jusqu'en mars. Si Enrique est vendu en mars, peut-il être remplacé dans la liste Europa ? Non. La liste est simple, elle est verrouillée. Juju, c'est très rare les arrêts maladie, je crois que j'en ai pris un en 10 ans au Phocéen, donc t'inquiète, demain matin, sauf vraiment gros problème, je sais pas, un 42 fièvre, je serai là avec vous à l'OM au café, on continuera de débattre ensemble. Et oui, il y a le Congo aussi qui joue, on n'en parle pas. Ce soir, il y a un très beau match. C'est Côte d'Ivoire-Congo, RDC, avec Chancel Mbemba. On n'a plus rien à... On n'a même pas à espérer qu'ils perdent. Ouais, c'est le fameux espérons qu'ils perdent pour qu'ils rentrent plus tôt.
Bah là, de toute façon, même s'il perd, il va jouer une petite finale la veille de la finale. Donc autant le voir gagner. Et en plus, si jamais il gagne la Coupe d'Afrique des Nations, c'est vraiment l'équipe d'Mbemba. C'est-à-dire que le Sénégal, tu peux te dire, ouais, quand ils ont gagné, ouais, il y avait Sadio Mané, il y avait Mendy dans les cages, il y avait beaucoup de joueurs, il y avait Gay au milieu, pas le nôtre, hein, celui qui était bon à l'époque, Idrissa Gay. Il y avait Koulibaly derrière. Là, la RDC, c'est Mbemba. Il y a Mbemba et les autres, qui sont bons d'ailleurs, qui font une belle compétition. Mais Mbemba, il survole pour moi cette compétition. Il a même marqué au dernier match du gauche une reprise de volée. Enfin, il la mérite tellement. Moi, voilà. Autant j'étais pas trop bon. Moi, je me disais cette CAN, les mecs ils vont rentrer tard et tout. Au final, ils sont tous rentrés et ils sont tous pas bons. Donc ça apporte zéro. Merci Cocoche pour ton prime. Ceux que j'ai ratés, merci à vous aussi, ceux qui se sont abonnés en début d'émission. N'hésitez pas, on prolongera si vous voulez sur MyFocéen la discussion. Voilà. Et j'oublie Cédric Bakambu. Charlie, Cédric Bakambu, sur cette compétition, il est catastrophique. Les Congolais, ils veulent plus qu'il joue, donc c'est dire. On aura au moins fait une bonne affaire avec un club portugais. Alors non, Luciano, parce qu'on n'a pas fait affaire avec Porto, il arrive libre. Il était en fin de contrat, donc on n'a même pas fait affaire avec eux. Oui, il y a Wissa qui est très bien dans cette compétition. C'est vrai, Loulou. Voilà. Ouais, mais Farouille Mbakambu, il est pas dans le coup, hein, vraiment sur cette CAN. On a découvert le milieu défensif Charles Piquel, excellent, et le club doit le suivre de près. Ouais, oui, mais si je te dis, il y a Charles Piquel qui nous renforce cet été, bon, peut-être que c'est un phénomène, moi je suis pas sûr. Hein. Il y a Masuaku aussi, ouais, qui est pas mal à gauche, c'est vrai. Ouais. Est-ce que Chancel n'aurait pas dû être notre capitaine en l'absence de Rongier? Je pense pas que le problème de l'OM en ce moment, ça soit le capitaine. Voilà. Je pense pas que le fait que Gigot ait eu le brassard, que Kondogbia l'ait eu, ça ait posé un moindre problème. Je pense que si c'était si simple, si le foot était si simple qu'il suffisait d'avoir un mec avec un brassard pour gagner des matchs et de pas se tromper sur le mec à qui tu donnes le brassard. Pour moi, c'est de la déco. Hein. Gigot a le brassard, mais Balerdi se comporte aussi comme un capitaine. Vertou, sur le terrain, il a une attitude de leader qui pourrait coller au brassard. Alors, l'aigle de la route, en tant que journaliste, vous n'avez aucune info sur une éventuelle vente? Non. Alors, non, je vais le refaire en 30 secondes. Quand c'est sorti il y a 3 ans, le communiqué en relecture, tout ça, on avait creusé. Il y avait eu des prises de renseignements, voilà, notamment auprès de la mairie. Voilà, il y avait eu pas beaucoup, mais il n'y avait d'ailleurs pas que les Saoudiens. Il y avait d'autres investisseurs qui s'étaient renseignés. C'était pas aller plus loin. Ah, ça, c'était il y a 3 ans. Depuis 3 ans, on nous vend un sous-marin saoudien, une offensive à venir, ça va arriver. Il n'y a rien. Voilà. Le message dans le média carré de la dernière fois du prince, je veux pas écorcher son nom, donc je ne donnerai pas son nom. Mais son message, bon, il est à Monaco pour un truc de gala. Ça vous intéresse racheter Monaco, l'OM? Oui, Monaco et l'OM, c'est des investissements intéressants, pourquoi pas, nanani, nanana. Bon, t'as compris, on n'est pas allé plus loin, donc moi je serais très surpris. Je serais très surpris que l'OM soit racheté pour la simple et bonne raison, ils ont déjà pris Newcastle. Newcastle qui, quoi qu'on en dise, avec son St. James Park, qui est un stade magnifique, est un outil de travail assez important. Le problème, c'est le climat là-bas, mais bon, ça c'est pas très grave. Ils ont acheté leur club européen en fait, et en parallèle, ils développent leur championnat. Donc pourquoi ils iraient acheter l'OM en fait? Je me pose la question. Bon, peut-être. Après, c'est sûr que si à un moment donné, ils se disent on va acheter un deuxième club, là, on est des candidats sérieux. Je le maintiens, c'est vrai. Mais pour l'instant, oui, bah écoute, alors juste sur Thibaut Vésirian, la dernière fois j'ai été repris, vous avez inventé un clash, j'ai rien dit de mal sur lui, hein, je dis juste que ça fait 3 ans et qu'il n'y a rien. Et ce dont je suis sûr, d'ailleurs, je vais vous le dire, c'est que Thibaut, il pense il a des trucs très solides. Il a des documents, il y a des choses qui se sont passées.
Le problème, c'est que ces documents ne sont pas suffisants. Il n'y a pas eu cet achat. L'OM n'a pas acheté il y a 3 ans par l'Arabie Saoudite. Donc, mais je maintiens, je le dis, Thibaut Vézérian, il a fait une enquête sérieuse, il a des documents très sérieux. Voilà. Donc, je critique pas son travail. Vraiment pas. Par contre, voilà. Ça fait 3 ans, frérot. À un moment donné, compliqué, quoi. Compliqué. Et d'autant que, depuis ces 3 ans, y a beaucoup de supporters qui ont les hum-hum à l'envers. Parce qu'ils rêvent de ce fantasme d'Arabie Saoudite avec l'argent qui coule. Oh tiens, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Depuis ce jour-là, c'est vraiment... L'OM, on est devenu ultra exigeant avec le club, ce qui est bien, hein, l'exigence. Et quoi qu'il arrive, voilà, la saison Sampaoli, ben, c'était pas suffisant. La saison Tudor, c'était pas suffisant. Ça sera jamais suffisant, en fait, tant qu'il y aura pas les Saoudiens. Donc, je dis pas que c'est sa faute à lui. Je dis qu'il y a une conséquence. J'ai parlé la dernière fois de déstabiliser le club, j'exagérais peut-être un peu, mais malgré tout, ça a déstabilisé les supporters. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est sûr que ça a déstabilisé les supporters. Pour ce qui est de David Berger, c'est un journaliste de Canal, c'est un commentateur qui, pour moi, fait partie des 3 ou 4 meilleurs commentateurs de match. J'ai pas de problème à le dire. Par contre, en tant que journaliste d'investigation, il n'a jamais fait ses preuves. Donc, David Berger, non. Il a dit ce qu'il a dit, il a le droit. On connaît aussi Mathias Manteghetti, qui est venu nous voir souvent sur le Phocéen, qui s'est rétracté. Voilà, lui, il a dit, moi, j'étais sûr de moi, on m'a dit que c'était fait. Il avait annoncé le même jour que Thibaut Vézérian sur Canal. Depuis, il travaille plus pour eux. Voilà, Mathias, qu'on adore, qu'on espère revoir très vite. Et voilà, donc lui, il s'est rétracté. Il a dit non, en fait, ça s'est pas fait. Voilà, donc. Et puis tous les autres, voilà, tous ceux qui en ont parlé, il y en a beaucoup, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui en parlent. Après, voilà, je continue. Ouais, mais après M19 Joker, moi devenir un PSG bis, ça me fait pas... Bref. Oui, alors c'est insoluble. C'est insoluble. C'est insoluble. Si vous n'êtes pas content de ce qui se passe... Bah après, peut-être que toi, t'es content aussi. Hein. T'as le droit. Donc voilà, on est dans cette situation. Je me souviens plus le troisième. Je veux pas écorcher les collègues non plus. Voilà, ça m'embête. Non, je suis pas du tout contre la vente. Je vous l'ai dit en début d'émission. Moi, venez acheter l'OM, mettez de l'argent tant qu'il y en a. Dire je suis pour la vente, je suis pour qu'il y ait les Saoudiens, ça va pas les faire venir. Moi, j'essaie juste de vous faire comprendre ça. Après, libre à vous. Vous pensez que je suis anti-vente, pro-McCourt, c'est pas le cas. Voilà, moi, je sais juste d'où on vient. Je me rappelle de la saison de la saison du départ de Bielsa. Je me rappelle de la saison, le début de saison avec Gunther Jacob, Chico Lunghi et Franck Passy. Voilà, donc j'ai cette retenue en fait qui m'empêche de dire il faut tout ce qui dégage, parce que moi je le pense pas. Bon. Pro Longoria, oui, ben oui, j'assume. En vrai, c'est vrai. Je vais l'assumer. Moi, je trouve que depuis Pape Diouf, on n'a pas eu un président aussi brillant. Voilà. Pape Diouf avait fait aussi des erreurs qui sont passées crème parce que le personnage était ultra bienveillant. Il était fort, beaucoup plus fort dans les instances, beaucoup plus fort avec ses collègues présidents que ne l'est Pablo Longoria. Mais il a raté des trucs aussi, Pape Diouf. On a raté. Tous ces mercatos, là on dit Longoria, les mercatos, il y a beaucoup d'échecs, il y en a énormément, mais Pape Diouf aussi. C'est juste qu'on veut se souvenir que de ce qui nous a plu, et ça nous a beaucoup plu. Il a construit quasiment les bases du titre pour aller chercher le titre en 2010. Donc merci Monsieur Diouf. Tom qui s'abonne avec 7 mois d'abonnement. Je rappelle juste qu'en 2010, il n'y avait pas de Qatar en Ligue 1. Voilà, c'était pas le championnat du Qatar. Hein, je le rappelle quand même. Voilà. Il est aussi... Qu'est-ce que tu dis? Il y a Bruno Blanza aussi, oui, bah, il en a pas parlé lui, enfin si peut-être, mais en tout cas il y a eu un article sur France Bleu. Alors ce truc de Zidane, les Saoudiens, c'est quelque chose qui s'est énormément répandu, notamment dans les virages. Voilà. Alors, qui a intérêt à ce que ça se répande dans les virages? Est-ce que c'est une vraie rumeur?
Enfin, une vraie rumeur. Est-ce que c'est une vraie info qui circule en rumeur? Est-ce que c'est fake? J'ai pas l'info. Je sais juste que, voilà, ça s'est beaucoup répandu dans les virages. Alors peut-être que Bruno a entendu la même chose que les virages et de la même personne. C'est possible. Moi, je pense quand même que si l'OM devait être vendu, il y aurait des personnes prévenues avant, ou alors ça serait grave, avant les chefs de groupe de supporters. Voilà. J'ai l'impression qu'on a vite oublié JHE et c'est grâce à Longoria. Ok, Nesta. Il y a l'exemple de Malaga. Ils n'ont pas fait long feu. Oui, oui, bien sûr. Gattuso, tu veux parler de Gattuso? J'en ai parlé un petit peu, Lagdar. Hein. J'ai dit que moi, si c'était pour rester dans ce système-là, c'était pas la peine. Voilà. Le 4-3-3, ça me désole. J'en ai parlé avec lui à la fin du match, d'ailleurs. En conférence de presse, je lui ai dit, mais Gennaro, la première fois que je l'ai rencontré, puisque vous savez, je suis à distance maintenant, ou la deuxième fois, peut-être, je sais plus. Je lui ai dit, Gennaro, à l'aller, c'est le meilleur match depuis que tu es à l'OM, c'est OM Lyon. Et on fait ce fameux 3-5-2. On leur roule dessus, on les écrabouille. On fait un match monumental, dans l'envie, dans tout ce qu'il y a. Et au match retour, qu'est-ce qu'on fait? On repasse en 4-3-3. Alors que notre meilleur match à l'aller, c'est dans le 3-5-2. Je ne peux pas le comprendre. C'est une aberration pour moi. Voilà. Donc, non, j'habite pas à Lyon, Fabo aime bien tenter. Mais c'est vrai que la distance, c'est pas très loin, mais je n'habite pas à Lyon. Vous pouvez essayer. C'est pas mal, ça peut être le Destination X et à chaque épisode, je vous donne un indice. On pourrait peut-être faire ça, tiens. Non, j'habite pas à Lyon, les gars. J'habite pas à Lyon. Après, dans les talks, vous aviez parlé de repasser en 4-3-3. On en avait parlé. Le problème, c'est vraiment compliqué. Moi, j'étais pas d'accord. Je veux dire, si tu passes en 4-3-3, mais t'es ailier, parce que dans le 4-3-3, faut que je finis là-dessus. Je rassure Jade qui a la réalisation de cette émission. On a fini là-dessus. Si tu passes en 4-3-3, il faut que t'aies des bons ailiers. Le problème dans cet effectif, c'est que tes ailiers, c'est qui? C'est Ndiaye, c'est Luis Enrique, c'est Correa, c'est Sarr. C'est Aubameyang qui va être dézonné pour... Non. Donc pour moi, il faut pas jouer avec des ailiers. Voilà. Le problème, c'est qu'on a gardé Luis Enrique et j'ai peur que ça soit un signe de quelque chose. Et ça me gêne. Voilà, c'est tout. Correa, c'est pas un ailier. Mais Correa, on sait pas ce que c'est. T'as raison, c'est pas un ailier. T'as raison. Alors juste JPEG sur Sarr, on n'en a pas beaucoup parlé. Sarr avait je sais pas si c'est une fracture ou je sais pas exactement, mais il tombait sur le poignet dans une séance préparatoire de match. Et le truc c'est que vraiment, je sais pas ceux qui ont déjà eu une fracture ou un gros truc au poignet ou quoi, la douleur elle est tellement vive, tu penses qu'à ça en fait. Et tu cours, ça te fait bouger, ça fait mal. Enfin, voilà. Sur ça, te blesse au poignet à 10 jours d'un match, oui, tu mets en place des systèmes qui font que t'as pas mal quand tu cours, tu mets le fameux plâtre à la Johnny Ecker. La veille du match, on a essayé, il était là, il était sur le banc, mais voilà, la douleur, elle était là, et donc pour moi, il y a ce truc-là qui joue, voilà. Non, c'est pas une fracture. J'ai pas dit que c'était une fracture. Je dis juste peut-être c'est une fissure, peut-être c'est une entorse. Je sais qu'il s'est fait mal au poignet à la veille du match, mais même une très grosse entorse du poignet. Mon pote, quand tu cours, tu la sens. Si c'est la veille du match, si c'est 10 jours avant, oui. C'est pour ça contre Metz, il sera là. Il aura un emplâtre qui va protéger son poignet. Non, les amis, pour l'instant, personne. Enfin, voilà, c'est pas un jeu non plus, on s'en fout d'où j'habite, mais. Waouh, la rêve Johnny Ecker. Ben oui, on est là, on est en place. Allez, on va quitter là-dessus. J'ai été très long. Je vous donne le rendez-vous du jour. Il y en a un, et il est important quand même parce que Pablo Longoria va s'exprimer. Pour les haters et pour les pro Longoria, ça peut être un moment intéressant.
On va certainement lui demander d'analyser la situation, le mercato, voilà, puisqu'il va s'exprimer en même temps que sa recrue, Faris Moumbania, qui sera présenté à 14h30 sur la chaîne Twitch de l'Olympique de Marseille. Ne manquez pas ce rendez-vous. Évidemment, si vous n'y êtes pas, vous pouvez regarder tout ce qui s'est passé sur le Phocéen dans la foulée. On vous fera le meilleur des résumés possibles avec les meilleures vidéos, les meilleurs moments, les textes. On vous proposait à une époque seulement la vidéo. Maintenant, on vous propose du texte pour ceux qui aiment lire, pour ceux qui sont au travail, etc. Vraiment intéressant de découvrir Faris Moumbania et de voir un peu ce que Longoria va nous dire. Ils nous avaient dit, hein, on va garder Luis Enrique, c'est ce qu'ils ont fait. J'ai vu passer une question sur le mercato turc qui ferme aujourd'hui ou demain, je crois. Mercato Turquie, date, hop, facile à savoir. Tac. Mercato Turquie ferme le 9 février. Donc oui, je réponds à la question. Il y a des joueurs qui peuvent partir en Turquie, oui. Enfin, il y en a un, notamment, c'est Pape Gueye. L'OM pense qu'une solution peut être trouvée avec le joueur et son agent pour qu'il passe pas 4 mois à ne pas jouer. Mais il faut trouver un club qui prenne l'intégralité du salaire. L'OM ne veut plus en payer un centime s'il le prête. Un prêt sec, juste pour alléger le salaire de Pape Gueye, qui est pas énorme, mais c'est toujours sur 5 mois, sur 4 mois maintenant, 400-500 000 balles d'économie. Donc voilà, l'OM est sur cette idée-là. Donc c'est possible que Pape Gueye s'en aille en Turquie dans les 2 prochains jours. Sinon, ça sera un statu quo et il restera à l'OM où il deviendra le 6e milieu de terrain dans la hiérarchie, derrière Onana, derrière Kondogbia, derrière Rongier, derrière Vertou, derrière Unai. Même si être derrière Unai, c'est assez impressionnant d'y arriver. Mais il y arrivera puisque c'est ce qui est prévu. Donc voilà. Voilà, merci les amis. Je vous souhaite une très belle journée. Bien sûr, sur le Phocéen, vous savez, le rendez-vous avec Faris Moumbania et Pablo Longoria, 14h30 de la chaîne Twitch de l'OM. Je vous embrasse et à demain pour un nouvel OM au café. Ciao.